Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va présenter cette étude dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Une étude qui est une étude d'association entre deux phénomènes et je voudrais revenir, même si je viens souvent sur ce point, pour bien faire la différence entre une étude d'association statistique et une étude de causalité. Vous savez que c'est très différent. Quand vous avez une idée en science, que vous suspectez quelque chose parce qu'il y a des raisons de le suspecter, vous pouvez en première intention vous dire, bah voilà, je vais peut-être pas me lancer tout de suite dans une étude de causalité, que A entraîne B, je vais peut-être d'abord voir si déjà ils sont statistiquement liés, déjà. Et pour ce faire, vous allez, par exemple, là, comme ils font dans cette étude, utiliser des registres informatisés, extrêmes d'un nombre incroyable de personnes, et essayer de voir s'il existe une statistique, une association statistique entre A et B, déjà, avant même de vouloir savoir si A est la cause de B, déjà, est-ce qu'il y a un lien? Parce que s'il n'y a pas du tout de lien, même si c'est pas impossible, ça diminue quand même fortement les chances que A entraîne B et qu'il y ait donc une causalité. Et donc là, ce type d'étude, c'est une étude vraiment d'association. Est-ce qu'il existe une association statistique? Alors attention, c'est pas parce que c'est juste une étude d'association qu'on ne suspecte pas une causalité et que le fait d'avoir un résultat positif dans l'association, c'est-à-dire que oui, on voit bien que A est statistiquement associé à B, eh bien, c'est pas parce qu'on a juste ça que ça ne va pas quand même un petit peu en faveur de la causalité. Parce que même si évidemment ce n'est pas une preuve de la causalité, que A est associé à B, on se dit que quand même si c'est fortement associé, qu'on a éliminé beaucoup de paramètres qui peuvent biaiser l'analyse, que le rationnel sur lequel on a fait cette hypothèse que A est associé à B et que peut-être il y aura un lien causal, et qu'il y a un vrai rationnel, que c'est logique, qu'en tout cas on imagine bien comment ça pourrait se passer, même si on ne l'a pas encore prouvé, eh bien le fait de trouver cette association statistique, ça renforce quand même la plausibilité, la crédence, diraient certains, de voir ensuite, une fois qu'on aura fait d'autres recherches, une causalité. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'on le fait. C'est-à-dire que ce type d'études d'association, elles servent à déblayer le terrain, à être sûr qu'on ne se plante pas trop dans notre rationnel, et donc apportent de l'eau à notre moulin. Bon. Mais on est bien d'accord que ça n'est pas pour autant une étude de causalité. Donc là, on va vous parler d'une étude d'association statistique entre deux phénomènes. Alors, pour vous donner une illustration du fait que les chercheurs font pas n'importe quoi et qu'il y a bien un rationnel derrière tout ça. Ce qui serait absurde, par exemple, ce serait d'essayer de trouver une corrélation entre la longueur de la robe qu'on vous met quand vous êtes en phase quand vous êtes en train d'accoucher. Vous savez, ou juste avant, on vous met une sorte de robe un peu pas très esthétique, mais qui est très pratique pour l'accouchement. On va se dire, bah voilà, j'ai une idée, il y a une association entre la longueur de la robe et le risque d'avoir un trouble du spectre de l'autisme ou de TDAH ou de retard mental. Bon, là, vous voyez, alors on pourrait faire la recherche d'associations statistiques, on mesure la robe des gens, et puis voilà. Mais vous voyez bien que le rationnel scientifique derrière ça, il n'est pas tout à fait évident. D'accord ? Et donc, il faut bien comprendre que même dans une étude d'association, les chercheurs, ils sont pas dingos, et ils émettent des hypothèses d'associations statistiques qui ne sont pas basées sur un délire qu'ils ont eu hier soir quand ils étaient bourrés. D'accord ? Il y a quand même derrière un rationnel. Et là, en l'occurrence, cette étude, c'est est-ce qu'il y a un lien entre l'anémie en début de grossesse et le risque de développer un des trois troubles que je vous ai cités, à savoir trouble du spectre de l'autisme, TDAH ou retard mental. Et il y a un rationnel parce que l'anémie, on sait que c'est un facteur quand même qui est négatif pour le développement du bébé, et que dans les premières semaines a fortiori, il y a plein de choses qui se jouent dans le développement du cerveau, et que c'est une période relativement critique. Bon. Donc vous voyez que ça sort pas complètement du chapeau, cette histoire. C'est une étude d'association, certes, ça ne prouve pas de causalité, certes, mais l'idée de base, elle n'est pas dingue, petit 1. Petit 2, pour essayer d'être sûr du résultat d'association statistique, ils vont essayer d'éliminer plein de biais, en essayant de pondérer leur analyse statistique avec plein de paramètres qui peuvent influencer les choses. Par exemple, les antécédents familiaux, ou plein d'autres paramètres encore. Bon. Donc vous voyez, tout ça n'est pas fait au hasard, et même si ce n'est pas une étude de causalité, le fait de retrouver des résultats positifs va nous permettre de se dire que l'hypothèse de la causalité est peut-être plus probable qu'avant ces résultats. Voilà. Alors, quels sont les résultats de cette étude ? Les résultats, d'abord, c'est que oui, il existe un lien statistique entre le fait pour la maman d'avoir souffert d'une anémie dans les 30 premières semaines de la grossesse augmente le risque de voir son enfant souffrir d'un TDAH, d'un trouble du spectre de l'autisme ou d'un retard mental.
Alors de combien? Parce que c'est un petit peu ça l'intérêt de l'étude. Alors de combien? Je vais essayer de vous répondre très précisément. L'augmentation pour une maman qui, dans les 30 premières semaines de grossesse, a eu une anémie, de voir son enfant souffrir d'un trouble du spectre de l'autisme, c'est de 44%. Attention, ça ne veut pas dire que 44% des enfants dont la maman a eu une anémie en début de grossesse souffriront d'un trouble du spectre de l'autisme. Ça veut dire que vous avez 44% de plus que ne le voudrait le hasard que votre enfant souffre d'un trouble du spectre de l'autisme. Or, le risque étant très faible, vous augmentez de 44% un risque très faible. D'accord? Donc, alors, c'est pas nul, je suis d'accord que c'est pas nul, mais c'est pas non plus incroyable, quoi. C'est pas une augmentation incroyable. En même temps, pour quelque chose d'aussi aspécifique que l'anémie, on s'attendait pas à avoir des x10 ou x50, qui là, bon, commence à être très solide. Non, là, on augmente de 44%. Pour le TDAH, on augmente de 37% un risque qui est un peu moins faible que pour le trouble du spectre de l'autisme, mais on l'augmente que de 37%. D'accord ? Pour le retard mental, on le multiplie environ par 2,2, donc c'est pas non plus énorme, hein, multiplié par 2, un risque très faible, ça reste très faible. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important de comprendre le sens des proportions et de pas mal interpréter les chiffres. D'accord ? On parle de troubles dont, sauf peut-être pour le TDAH évidemment, mais qui sont quand même relativement rares, troubles du spectre de l'autisme, retard mental, c'est quand même extrêmement rare, et on augmente un petit peu, voire au pire, on double un risque très très rare. Bon, ok. Le TDAH, c'est vrai que c'est un peu différent, il y a quasiment 5 à 10% des enfants qui en souffrent, donc augmenter de 37% le risque d'avoir un enfant TDAH, bah, c'est en soi une faible augmentation, mais ça fait quand même du monde en plus in fine. Voilà. Donc je vous passe le reste des détails de l'étude, mais c'est important de vraiment avoir le sens de la méthode, de bien comprendre la méthodologie et de bien comprendre les résultats, parce que sinon on fait paniquer les gens. Parce que là, si on dit, je sais pas moi, si je suis pas très bien formé et que je fais un article en disant l'anémie augmente, multiplie par 2 le risque alors c'était quoi de retard mental, techniquement, on ne peut pas dire que c'est faux, mais le message que vont entendre les gens, il va être alarmant parce qu'ils vont penser que c'est multiplié par 2 un risque qui leur semble déjà dans leur tête élevé, mais c'est multiplié par 2 un risque très très faible. Bon. Alors qu'est-ce qu'on en déduit de cette étude ? Pas grand-chose, à part de bien vérifier que les mamans ne sont pas anémies, enfin c'est un job... je dirais, c'est le job de mes confrères gynéco, sages-femmes, médecins traitants, etc. etc. Ça ne veut pas dire non plus, et ça je vais le répéter, ça ne veut pas dire non plus que s'il y a une anémie, il y aura forcément un de ces troubles. Encore une fois, on augmente très légèrement le risque. Et ça ne veut pas dire non plus, d'ailleurs, au contraire même, ça ne veut pas dire que les enfants ayant un TDAH ont forcément eu une mère avec ou un trouble du spectre de l'autisme ou un retard mental ont forcément eu une mère avec une anémie en début de grossesse. Hein. Pas du tout. Pas du tout. C'est l'écrasante majorité des enfants souffrant d'un de ces 3 troubles auront une maman qui n'a eu absolument pas d'anémie en début de grossesse. L'écrasante majorité. C'est simplement un sur-risque. C'est de ça qu'on parle. Donc comprenez-le bien, c'est très important pour ne pas paniquer. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous l'aurez bien comprise. Et puis, il y aura forcément d'autres études qui vont essayer d'explorer le mécanisme par lequel il pourrait y avoir un lien de causalité, pour le coup, entre l'anémie et ces troubles. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Et dès qu'on en saura plus, je vous tiendrai informé. Bye.